parce qu'après ce sera sur les sites, notre site du groupe et sur mon blog, que certains peut-être connaissent déjà. Je vais vous distribuer un petit document d'appui pour ce qu'on va dire, parce que parfois il y a des chiffres, etc. Donc vous pourrez suivre plus facilement. Donc si vous voulez bien faire tourner, voilà, il y a un recto verso, et ça va vous permettre de voir un petit peu. Voilà, merci. Voilà. Donc cette réunion de débat fait suite à d'autres réunions de débat sur d'autres thèmes. Nous avons fait une réunion de débat sur les 4 ans de mandat, sur le logement, sur la vie associative, sur les quartiers, sur les compteurs Linky. Bref, voilà. Et périodiquement, comme ça, nous faisons cela. Alors pourquoi aujourd'hui cette réunion sur tout ce qui touche aux finances ? Parce que nous venons d'avoir, on l'avait programmé comme ça, nous venons d'avoir le compte administratif 2017 qui donc a été validé et qui offre une lecture la plus récente possible de l'emploi de l'argent public à la mairie d'Aix. Je vais traiter 2-3 parties. Une qui va s'appeler d'où vient l'argent, où va votre argent, d'où vient l'argent et où va votre argent. Édouard parlera donc il a dit des anomalies. C'est un mot très sage parce qu'il en dira plus. Et nous aurons un débat après, si vous le voulez bien, parce qu'il faut que la salle parle autant que nous, donc il n'y a aucune raison, on est là pour ça. Si on peut répondre à des questions, on le fera avec beaucoup de plaisir. Sur le document que vous avez, vous allez déjà pouvoir voir qu'il y a un état comparatif sur les masses, l'État, les collectivités locales, etc. Mais d'abord, c'est quoi l'argent public? Parce qu'on dit, oui, l'argent public, il y a aussi l'argent privé, celui qu'on a dans nos poches. Tout le monde, quand on parle d'argent public, tout le monde pense aux impôts, bien sûr. Hein, c'est la marotte. Et les nôtres, ici, qui alimentent par conséquent les caisses à la fois de l'État et des collectivités territoriales, donc celles d'Aix. Alors, pour faire simple, il y a les impôts directs, on appelle ça des contribuables. Et en revanche, lorsque l'on parle de la TVA, par exemple, on parle de redevables. Hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les impôts directs sont les impôts qui s'appliquent aux revenus. J'ose pas dire au prorata, puisqu'il y a un effet progressif, vous le savez, et la TVA uniformément à tout le monde. Même les enfants payent la TVA, payent des impôts. Hein, voilà. Et pourtant, la part de la TVA est beaucoup plus importante dans les caisses de l'État, c'est 52,9%, alors que l'impôt sur le revenu ne rapporte que, je mets des guillemets, 25,2%. Vous voyez le rapport que ça représente. C'est-à-dire quand on se dit je paye trop d'impôts, il faudrait peut-être regarder ce qu'on paye en TVA. Hein, voilà, avec des taux, vous le savez, très, très différents. Alors qu'en est-il des impôts municipaux aixois? Ils sont de 2 ordres. Il y a les impôts locaux, donc vous connaissez la taxe d'habitation, l'impôt foncier, bâti et non bâti. Et puis il y a là aussi une part moins visible, mais qui pèse, les taxes et droits divers. Donc quand vous payez l'entrée au musée, quand vous allez dans une piscine, je pense quelques exemples, ou que vous faites suivre des ateliers d'aide scolaire aux enfants, c'est payant. Ça, ce sont les impôts et droits divers. Donc il y a 2 questions qui se posent. C'est combien ça rapporte? Combien ça rapporte? Et la deuxième, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Quelles orientations sont choisies pour employer au mieux cet argent? Donc, vous avez vu sans doute sur les panneaux de la ville la médaille d'or de la gestion. Alors, je vais vous démonter un peu cette affaire parce que je suis intervenu au conseil municipal. Madame le maire n'était pas d'accord avec moi, mais ça lui a pas fait plaisir ce que j'ai dit. Donc, j'ai cherché un petit peu. C'est une officine qui s'appelle Audis, privée, qui cherche des partenariats avec les collectivités et qui essaie de se trouver un chemin auprès des élus en produisant des documents de ce type
Donc manque de transparence, pas très objectif. Et devinez, c'est un petit étudiant de 22 ans qui était stagiaire dans cette structure, qui est venu passer 1 mois dans les services de la ville et qui était donc sous l'influence à la fois des fonctionnaires de haut niveau et des élus. Donc bonjour la médaille d'or. Alors j'ai dit que c'était une médaille en chocolat. Et j'ai dit pire, elle n'est même pas depuis Ricard. Hein, voilà. Alors pour les informations qui vont suivre, donc d'où vient l'argent, pardon, le comparatif État et collectivité territoriale. Donc vous avez ce document qui fixe quelques repères. Il sera difficile d'aller dans tous les détails, sinon il faudrait une journée entière. Je peux la faire, mais c'est quand même, comment dire, on ne va pas imposer ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'un budget, quelle structure, quelle est la structure d'un budget, quelle marge fournit-il? Alors regardez ce premier tableau, le contexte comparatif entre population et budget, que j'ai créé de toutes pièces, en cherchant les chiffres les plus justes possibles. Vous voyez le nombre d'habitants, ligne horizontale, puis le budget de l'État. Vous remarquez le déficit, comme d'habitude, depuis maintenant, je sais pas, 2, 3, 4 décennies, j'en sais rien. Et puis vous avez ensuite les collectivités. Donc, alors les milliards, hein, c'est bien MDS, et les millions, M tout seul. Et vous remarquez la colonne métropole. Alors, il y en a qui ont dit beaucoup de mal de la métropole, mais vous remarquez que la métropole est devenue désormais la première collectivité de la région en termes de budget. Plus que la région et plus que le département, qui lui-même déjà dépasse la région PACA, comme on l'appelait, jusqu'à ce que l'on invente un mot qui ne me plaît pas. On aurait dû l'appeler Provence et non pas Sud, mais passons. Si vous regardez le rapport qu'il y a entre fonctionnement et investissement, vous pouvez vous apercevoir que, en général, le fonctionnement, c'est 2/3 d'un budget et l'investissement, c'est 1/3. Sauf pour le département. Le rapport en investissement est beaucoup plus fort. Il y a une raison qui peut expliquer cela, c'est que le département est très, très riche. Il peut investir quand il veut. Il peut faire des cadeaux. Je ne vais pas dire les noms de ceux qui ont présidé ou de celles qui président, mais vous savez, ces gens-là font des tournées auprès des communes, parce que parfois ils sont même candidats au sénatorial, donc il vaut mieux être bien avec eux. Hein, voilà, il faut le dire, parce que ce sont les vérités qui n'apparaissent pas tout de suite. Voilà. Alors, pour nous, d'où vient l'argent du budget municipal? Alors, vous savez qu'il y a 3 documents très forts et fondamentaux qui sont présentés en conseil municipal. Dans l'ordre de l'année civile, vous avez d'abord ce qu'on appelle le rapport d'orientation budgétaire. Ce sont 3 documents qui se votent. Le rapport d'orientation budgétaire, la ville dit voilà ce que nous comptons faire pour l'année à venir, qui est souvent celle qui vient de commencer. Vous avez ensuite le budget primitif, qui n'est pas le budget définitif et total de l'année. Vous avez ensuite, je vous donne peut-être les repères dans le calendrier, donc ces 2 documents doivent être présentés avant fin mars, hein, obligatoirement, c'est la loi. Et puis arrive, comme ça vient d'arriver là maintenant au mois de juin, ce qu'on appelle le compte administratif, qui a été visé par le Trésor public, qui produit lui-même son compte de gestion et qui règle complètement, qui arrête les comptes au 31 décembre. Et là, vous avez les vraies masses de ce qui a été utilisé, mis de côté, etc. Voilà. Il arrive que si le compte administratif présente un excédent, que l'on puisse construire un budget supplémentaire, quelques semaines après, qui vient s'ajouter au budget primitif, et la totalité fera l'objet du compte administratif de l'année suivante. Hein, voilà, c'est pas difficile vraiment de comprendre ça. Voilà. Le paradoxe, c'est que l'État, la loi dit que les collectivités sont tenues de présenter des budgets en équilibre, alors que lui-même ne le fait pas. Hein, voilà. Fais ce que je te dis. Hein. Comment se compose ce budget de la ville, qui est pratiquement stable depuis 4-5 ans, à quelque chose près, ça varie très peu. Donc vous voyez, le budget principal, en tout, c'est presque 300 millions. Vous avez presque 200
pour le fonctionnement et un peu moins de 100 pour l'investissement. Sachant qu'il y a d'autres sources qui permettent de faire des investissements. Les cofinancements. La région, le département, l'État, selon les projets qu'une collectivité présente. Donc à Aix, le rapport 2 tiers, 1 tiers est respecté. Alors maintenant, les recettes de fonctionnement. Donc vous avez là aussi une espèce de camembert, hein, la répartition des recettes. Il y a, vous le savez, d'abord les fameuses 3 taxes. Donc la taxe d'habitation, qui est amenée à disparaître et qui sera, l'État a promis de la compenser. Vous avez la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Vous voyez, je ne sais pas si ça figure sur votre... Donc, oui, il y a les taux, là, ils y sont. Bon, voilà. Voilà, il manque le mot non bâti. Oui, coquille. Donc, voilà. Et ces taux n'ont quasiment pas varié depuis qu'il y a cette municipalité, 2001, mais également 4 ans avant. 4 ans avant, depuis 96, ça n'avait pas, on avait décidé, on était avec M. Picheral comme maire, on avait décidé de ne plus toucher ces taux parce qu'on pensait qu'effectivement il y avait un côté peut-être un peu injuste à les faire varier. La mairie dit, à propos de la pression fiscale, qu'elle veut préserver le pouvoir d'achat des Aixois. J'appelle ça un habillage. Parce que, et chaque année, j'ai pu le remarquer, et j'ai démontré que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la municipalité augmente les taxes et droits divers. La moyenne, c'est 3% par an. Ces 3%, c'est plus que l'inflation. Et cette augmentation, écoutez bien, représente jusqu'à près de 5 millions de nouvelles recettes par rapport à ce qui était déjà logiquement encaissé dans les caisses de la ville sur ces droits et taxes et droits divers. Alors ça fait du yo-yo d'une année à l'autre. Il y a 3 ans, vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu le coup de matraque sur les prestations funéraires dans les cimetières. Les prix ont flambé. J'ai même fait une phrase qui était un peu douteuse. J'ai dit, bientôt il ne fera plus bon mourir à Aix. Hein, voilà. Donc ça, c'est de l'argent qui rentre. Et la part globale que vous voyez sur le camembert, les impôts indirects, c'est 10,6%. Vous voyez, c'est 10%. De 2016 à 2017, ça ne faisait pas 10%. Ça faisait un peu moins. Mais comme on a mis le paquet, il y a eu une augmentation d'une année à l'autre de 7,8 sur cette masse de taxes et droits divers. Voilà. Donc vous voyez comment on fait là une politique fiscale. J'appelle ça aveugle. Ça veut dire que on ne fait pas une politique en fonction de revenus, de conditions de travail. Vous voyez, donc c'est aveugle. Tout le monde la même chose. Hein, voilà. Si on voulait introduire un petit peu d'équité dans ce domaine, la loi, depuis 3 ans maintenant, permet la taxation, une surtaxation de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Ce ne sont pas... Moi, j'ai rien contre les résidences secondaires et les gens qui ont de l'argent, mais on mettrait un peu d'équité quand même à estimer et faire une analyse. Il y a 3613 résidences secondaires à Aix. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des gens qui habitent à Aix, ils viennent là en villégiature et qui ne consomment que, si je puis dire, le temps qu'ils sont à Aix. Voilà. Je passe, vous avez là 2 tableaux, ensuite, les principales recettes. Alors vous voyez qu'il y a des recettes, ça demanderait beaucoup de temps de les détailler, ce qu'on appelle les droits de mutation, vous savez, hein, bon, si vous êtes propriétaire, vous savez ce que c'est. Donc ça rapporte quand même, en 2017, ça rapportait 10 millions, presque 11. Vous avez le produit des jeux, c'est le Pasino, c'est la part obligatoire que le Pasino doit verser
à la ville d'Aix, ville thermale, ville de casino. La taxe de séjour, regardez ce que c'est, ça fait quand même en 2017 1250, pardon, 1 million et quelques. La taxe sur l'électricité. Pour l'usage de l'électricité, nous payons à EDF, mais nous récupérons donc une taxe à hauteur de 3 millions. Mais ça, on va dire, c'est presque, on ne peut pas l'éviter puisque nous avons tous l'électricité. Donc, on va dire que c'est normal. Voilà. Et puis, vous avez les recettes institutionnelles. Alors, vous voyez qu'elles ne sont pas mineures quand même. Au total, c'est 16 millions. Et à l'intérieur, vous avez notamment la DGF, la dotation globale de fonctionnement, et puis des zéros, parce que depuis 2 ans, la ville est sortie du dispositif DSU, c'est-à-dire politique de la ville quartier, sur un territoire beaucoup plus large que ce que nous avons actuellement. Donc on ne les compte plus. Et c'est comme ça que, j'allais dire, que nous payons également pour insuffisance de construction de logements sociaux, des pénalités. L'an dernier, c'était 1,1 million. Cette année, par un tour de passe-passe, c'est 750 000 euros. C'est de l'argent qui sort. Hein. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. De notre poche, quoi. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus. Vous avez également toujours un 3e tableau, un vrai tableau, hein. Les autres produits et cessions d'actifs. Alors, les cessions d'actifs, c'est un joli mot qui cache de bien vilaines choses. Les cessions d'actifs, ce sont les ventes d'immeubles et de patrimoine accumulés par les précédentes municipalités, et là pour faire de l'argent. 2 choses. La première, c'est que ça représente des sommes, Édouard vous en parlera tout à l'heure, ce qu'on a répertorié depuis 4 ans, et même avant. 2 choses. La première, c'est qu'on dilapide ce patrimoine. Vous avez ici, pas loin, la rue Pierre et Marie Curie, l'hôtel du duc de Guise, qui a été vendu à du privé. L'hôtel du duc de Guise. Allez voir, vous allez voir, il y a écrit duc de Guise, qui faisait des séjours à Aix. Hein, voilà. Et puis, vous avez ici, la rue du Puy-Neuf, dans la rue Pierre-Marie Curie, des immeubles entiers qui ont été vendus au privé. Donc, c'est dans le domaine marchand. Hein. On aurait pu s'en servir pour faire du logement social, de la mixité, les personnes âgées, les étudiants, les personnes qui ont un handicap, redonner un peu de diversité dans ce centre-ville. Voilà. C'est une explication. On pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait. Mais il faut se contenter de ça. Regardez également le produit du stationnement qui a baissé. Alors j'ai posé la question, on m'a dit ben, c'est parce qu'on a supprimé plein de places à cause des travaux. J'ai dit mais quand les travaux seront terminés, on ne les retrouvera pas ces places-là. Donc il n'y aura pas un plus pour le produit du stationnement. Bon, alors après on est d'accord ou pas, chacun se fait son opinion. Voilà. Quand on parle des revenus de biens immeubles, ce n'est pas la vente. Ce sont des immeubles qui sont mis en location par la ville ou mis à disposition et on perçoit un loyer. Hein. Voilà. Donc, et il y en a pas mal, parce que la ville est riche en patrimoine, très riche en patrimoine. Voilà. À noter pour 2018 qu'il y a une recette exceptionnelle de 14 millions 9, donc 15 millions, dans le cadre, vous allez voir ce que c'est, d'une transaction passée entre la ville d'Aix et la Société du Canal de Provence. Édouard vous en donnera les détails, parce qu'il connaît le sujet par cœur. Pour le schématiser, c'est que nous avions un volume d'eau gratuit depuis quelle date ? 1865. Bien là. Et on vient d'abandonner cette part gratuite en vendant, donc, c'était le... Voilà. Donc, et donc, nous encaissons, c'est un fusil à un coup, 15 millions une année, plus rien après, et le prix de l'eau va augmenter, puisqu'il va y avoir, maintenant ou un peu plus tard, forcément cette conséquence. Voilà. Donc 15 millions, ce qui fait qu'ils se vantent d'avoir eu un budget en équilibre avec un excédent. Mais c'est un coût qu'on ne peut pas reproduire. Voilà. Les cessions d'actifs, le détail sera donné par Édouard. En 2017, on a vendu pour 1,6 million
d'immeubles. En 2015, 1,2 million. Et en 2016, 3,5 millions. Ça ressemble à une politique faite d'expédients de taille, mais une politique faite d'expédients. Voilà. Je passe à ce qu'on appelle les recettes d'investissement. Vous avez un petit tableau. Alors, vous avez ce qu'on appelle les subventions équipements reçus. Donc, souvent, c'est l'État ou les collectivités. Vous avez un projet d'une construction culturelle, etc. On abonde, les autres collectivités apportent un petit peu d'argent. Vous remarquerez que ce qu'on appelle les participations, notamment les amendes de police et les taxes d'urbanisme, c'était 7 millions de réalisés en 2017. Hein. Les mouvements financiers, c'est pas grand-chose. Et vous avez le tirage sur ligne de trésorerie, notamment par le biais de l'emprunt. Vous voyez qu'on a un total de 14 millions. Or, on nous dit que l'année dernière, on n'a emprunté que 12 millions, alors qu'on avait prévu d'en emprunter 28. J'ai demandé où sont les 2 millions de différence. Mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais écrire au préfet pour me renseigner. Le total des recettes d'investissement, c'est... il était prévu 87 millions et on en a réalisé que 55% pour 48 millions. D'accord ? Alors, il peut y avoir deux explications. La première qu'on nous donne, c'est de dire il y a des projets en cours et donc on ne peut pas les prendre en compte encore. Ils vont déborder sur l'année suivante. Moi, j'appelle ça de la cavalerie budgétaire, c'est-à-dire qu'on gonfle les budgets pour dire voilà ce qu'on va faire. Je prends la responsabilité de le dire. Parce que quand on arrive à 55%, c'est qu'on a vraiment très mal prévu. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. En 2014, pour ces recettes d'investissement, c'était 77% de réalisés. En 2015, c'était 67%. Et en 2016, également 67%. Quand on regarde ce qui se passe à l'ex-communauté d'agglomération, devenue Conseil territoire, on a des taux de réalisation entre 80 et 85. Et c'est la même équipe qui dirige, avec le même adjoint aux finances. Je demande des explications. Il faut savoir pourquoi il y a cette différence-là, alors que les sommes sont moindres ici, à la ville d'Aix, qu'au Conseil territoire. Comment on y arrive? Voilà, mystère. Quand on a dit tout à l'heure comment tu as dit? Les anomalies. Les anomalies. Alors maintenant, où va votre argent, chers amis? Alors, les frais de personnel, c'est une masse très importante, mais elle n'est pas anormale par rapport à toutes les collectivités, sauf à la CPA, parce que là, on a recruté plutôt des gens de très haut niveau, mais moins de personnel, puisqu'après, il y a des liens avec les communes, et par conséquent, la part du personnel est moins importante. Ce 55% est assez stable d'une année sur l'autre, même depuis 2001, on va dire, ça n'a pas bougé. Parfois on est à 52, une fois on était à 57%, mais c'est pas parce qu'il y a des lubies, on va payer plus, on va recruter plus. C'est parce qu'il y a des lois qui disent qu'il faut faire les avancements, l'ancienneté. Je passe sur les détails techniques là-dessus. Hein, voilà. 2200 personnes. Alors, à l'intérieur, il y a même un ex-directeur de cabinet, mais qui n'est pas payé. Il est gracieux. On en dira peut-être deux mots tout à l'heure. Et oui, 2200. Et c'est un cumul en emploi temps complet. Il y en a beaucoup plus. Les temps partiels, etc. Hein, voilà. Donc, et puis, il y a aussi les contractuels et pas que les titulaires. Hein, voilà. Donc, les dépenses du fonctionnement intègrent dans les parts contraintes, hein, il faut le savoir, parce que c'est normal, hein, vous avez le CCAS, les crèches, toutes ces dépenses que la loi oblige à, et donc on ponctionne le fonctionnement et on donne des subventions de fonctionnement. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez dans subventions et participation et contingent, hein, entre autres. Voilà. Donc, voilà. J'en viens à d'autres postes de dépenses. Vous n'avez pas de tableau.
C'était juste pour redire, juste pour le plaisir, monsieur Florent, pour le plaisir, il y a des choses qu'on aime bien redire. La ville, nous alertons depuis très longtemps qu'elle ne construit pas assez de logements sociaux. Je redis ce chiffre. En 2016, les pénalités imposées par la loi Allure, 1,1 million et 2017, 750 000 euros. Il faut savoir que lorsque la mairie actuelle s'est mise en place en 2001, il n'y avait pas encore la loi des 25%, il y avait la loi des 20% de logements sociaux. Nous avions laissé, nous, l'ex-majorité, la ville à 19,7% de logements sociaux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça n'a pas augmenté depuis? Parce qu'on a beaucoup construit dans le privé, ce qui fait que le public ne bougeant pas trop et le privé augmentant, la part reste basse. Donc on est loin de rattraper, bien entendu, le retard. Et donc, alors il y a des communes encore plus imposées qu'Aix. Hein. Mais bon, quand même, à Aix, on pourrait faire cet effort. Quoi, hein. Tout à l'heure, je parlais de ce qui se passe en centre-ville. On aurait pu utiliser, au lieu de vendre, on aurait fait des logements sociaux, on aurait augmenté le taux. Voilà. Dans il y a quelque chose d'important également, c'est le poste subvention et participation. Je vais parler là-dessus parce que ça me tient au cœur. J'en suis issu de la vie associative. Les subventions pour la vie associative, culturelle et sportive, elles relèvent du bon vouloir d'une majorité. En 2017, on a mis dans le pot un peu plus de 3 millions d'euros pour ces subventions. Le total des subventions, c'est 17 millions, l'ensemble des subventions à toutes les associations et autres personnes de droit privé. D'accord? Ces subventions-là ne sont qu'un sixième, alors qu'on coupe les subventions, parfois même on les annule, on fait des ruptures de conventions signées. Il y a des associations qui ont des conventions de 3 ans, et on leur dit, le troisième tiers, vous ne l'aurez pas. Voilà. Et j'insiste sur le fait que ce sont ces associations qui font tout le petit travail de terrain, de proximité, de maintien d'une certaine cohésion sociale dans les secteurs même les plus difficiles de notre ville. Hein, voilà. Donc il fallait l'avoir dit pour au moins que l'information passe. D'ailleurs, en 2016, voilà, j'avais retenu le chiffre de 2016, la somme totale, c'était 18 millions, et là, on en est à 17 millions. Vous voyez qu'il y a eu quand même une baisse. Hein, voilà. Alors, vous avez un autre document qui liste ce qu'on appelle les participations obligatoires et celles, évidemment, des institutions installées. Vous pouvez le regarder. Donc, vous voyez que le contingent incendie, c'est ce qu'on verse au département pour la protection des incendies. Vous avez l'Office municipal de tourisme, la Caisse des écoles, le CCAS qui fait un travail social important, notamment auprès des personnes âgées. Hein. Oui. On peut poser des questions au fur et à mesure. Ben oui, allez-y. Je suis surprise par les participations aux enseignements privés du premier degré. Oui. Ouais. Oui. Alors, j'ai veillé jusqu'à maintenant. Non, c'est la loi. Il s'agit des écoles sous statut. D'accord, avec l'éducation nationale. Et il y a des règles très strictes, et je peux vous dire que depuis 2001, j'ai tout suivi, ils n'ont pas augmenté le contingent minimum qu'ils devaient donner. Mais c'est la loi, ça. Voilà, après on est d'accord, pas d'accord, mais c'est la loi. Hein, voilà, bien sûr. Voilà, hein. Il y a des villes comme Marseille, monsieur le maire de Marseille, qui est tout le temps à Notre-Dame-de-la-Garde et qui aime bien, bon voilà, il va chez le pape, enfin, etc. Donc vous comprenez qu'il a une autre politique. À Aix, on a tenu le coup. Hein, voilà. Excuse-moi, pendant qu'on y est, quelle est la subvention par élève qui est attribuée? Ah, j'ai pas le chiffre en tête. Par rapport à d'autres villes ou au niveau national? Ce que je peux te dire, c'est que c'est la même que pour l'école publique. Donc il n'y a pas de disparité. Je ne le sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. En tout cas, je ne l'ai pas en tête. Hein, voilà. Dans la moyenne?
oui, je pense, oui. Et là encore, c'est un peu la marge que peut se donner une ville de faire un peu plus. Hein. Voilà, c'est un choix politique. Bon, voilà. Hein, voilà. La caisse des écoles, donc a un budget qui est donné comme ça. Oui. Oui. Et quel est le contrôle qu'il y a? Alors, il y a une commission où l'opposition siège et nous avons toutes les informations sur la caisse des écoles, notamment. Alors, il y en a une. C'est rigolo, mais la plupart du temps, ce sont les aides qu'on amène aux écoles. Ils ont fait un projet, on amène une petite somme, donc c'est assez bien réparti sur la ville. En revanche, l'été d'avant, là où il y avait eu cette canicule, là, où les parents étaient venus manifester devant la porte de la mairie, on a appris qu'il y avait eu des dépenses qui n'avaient pas été présentées à la caisse des écoles. La caisse des écoles est quand même un organe officiel. C'est pas un comité Théodule. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors après, vous avez une longue liste et vous reconnaissez là tous les équipements. Hein, festival, grand théâtre, jeux de pommes, etc. Voilà. Donc, hein, Alors la caisse d'entraide, c'est une caisse importante pour le personnel municipal. Vous savez, quand il y a des agents malades, quand il y a des frais, quand il y a... Bon, voilà, c'est un côté social important. Hein, voilà. Et puis, vous avez, ça va plaire à Arlette Masson, les subventions exceptionnelles. Ça veut dire que parfois, il y a une demande qu'on honore parce que telle association a eu un projet en cours de route. Bon, voilà. Mais là aussi, si tu me souris, je t'aime bien. Si tu me critiques, attention à toi. Hein, voilà. Je le dis comme ça, tout de go, parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Je passe, pour ne pas prendre trop de temps, à l'investissement. L'investissement en dépenses. Vous avez là un tableau. Donc vous reconnaissez l'aménagement des places de la Madeleine, qui quand même c'est 10 millions. Mais là, la ville met 4 millions. Et vous avez une aide en particulier du département. Hein, voilà. Bon, le plan campus. Alors ça, c'est pour l'année 2017. Hein, c'est beaucoup plus d'habitude. Vous avez la Constance. Alors cette Constance, c'est le fameux secteur près de Vasarely où la ville veut construire jusqu'à 3500 logements sur un lieu césanien protégé, hein, terre agricole, arable. Bref, voilà. Alors, il y a 2 points que je souhaite, parce que ça parle à tout le monde. Il y a au milieu du tableau, voirie. Et en bas, plan de rénovation des écoles, précisément. Alors, je vais commencer par ça. Le plan de rénovation des écoles, hors les aides du département, qui vient apporter parfois un petit peu d'argent, et même beaucoup, pour ce qu'on appelle les travaux de proximité. Hein. Là, c'est l'investissement ville. Cette année, en 2017, 303 000 euros. Et l'année d'avant, c'était 360 000 euros. Là aussi, ça a baissé. Hein. Voilà. Et puis, je reviens sur la voirie. Donc, j'ai dit, mais je pense que vous avez vu ça. Si vous regardez ce qui se passe à Aix, vous avez sans doute remarqué le mauvais état des rues qui se détériorent, les déformations, les trous, les chaussées, les trottoirs. Pas où il y a je ne parle pas des secteurs en travaux. C'est partout. Hein, voilà. Donc, voilà. Et encore, lorsque certaines interventions sont faites, parce qu'on fait appel à des équipes, des entreprises privées, eh ben, elles sont faites par petits bouts. On met 2 mètres de goudron, 4 petits pavés de toutes les couleurs. Voilà. La vraie mosaïque, c'est la rue Gaston de Saporta. Quand vous la remontez, vous avez du goudron, des dalles, des machins. Regardez, vous pouvez prendre des photos, voilà, et admirer ça tout à l'heure. Ou bien donc du rafistolage. Voilà. Je vais terminer avec un tableau que vous n'avez pas, qui était dans les dépenses des lignes qui sont obligatoires. Par exemple, le remboursement de la dette. On a une dette, pas très forte à Aix, je dois le dire, mais qui représente quand même 12 millions sur une année à verser. Hein, voilà. Vous avez les remboursements anticipés sur des contrats revolving. Alors, c'est très compliqué, c'est des affaires bancaires. Donc voilà, il y en a pour 10 millions. Vous avez les tirages sur trésorerie de 14 millions.
Vous avez les travaux d'acquisition et d'études. Ça, c'est un peu plus obscur. On fait faire une étude pour un projet. Parfois, il capote. Ou on en fait un deuxième. Et puis, il n'y a pas de projet. Et on dépense de l'argent. Hein, voilà. Donc, vous voyez que nous arrivons à cette somme autour, pas loin des 100 millions pour les investissements. Avant de donner la parole à Edouard, j'ai tenu mon temps, moi. Donc, et je vais vous lire ceci, ça va vous éclairer. Il y avait un député pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Il est toujours vivant, mais il n'est plus député depuis l'année dernière, qui s'appelle René Dosière. Et René Dosière, on l'a interrogé sur qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire fonctionner les collectivités locales. Alors, je vous lis, il y a 7 lignes. Il y a sans doute encore beaucoup d'améliorations à apporter au fonctionnement des collectivités locales. Par nature, du fait de leur ampleur et de leur diversité, elles concentrent tous les risques de corruption. Elles représentent un budget général national de 250 milliards d'euros par an, dont 50 milliards d'investissements soumis à des marchés publics, c'est-à-dire des appels d'offres. Je complète par ma... Non, c'est pas vrai. Donc, il dit, j'ajoute que 1500 élus locaux, maires et présidents de collectivités locales disposent d'une voiture avec chauffeur et d'un train de vie supérieur à celui d'un parlementaire. Or, ces collectivités ne sont soumises à aucun contrôle, sauf une fois tous les 4 ans, en moyenne par la Cour des comptes, je pense qu'il voulait dire la Chambre régionale des comptes, qui n'a aucun moyen de sanction. Il est donc nécessaire, parce que les risques potentiels sont nombreux, d'améliorer la législation les concernant. Je cède la parole à mon ami Edouard Baldoux.